Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors ? C'est pour quand ? Bienvenue dans Alors, c'est pour quand ? Le podcast qui ouvre la voie à celles qui redéfinissent les règles. Je suis Octavia et ici, je donne la parole à des femmes libres, inspirantes, qui prouvent qu'il n'y a pas qu'un seul chemin en matière de maternité et de non-maternité. Il y a quelques années, alors que j'étais encore salariée, j'ai eu une idée qui, je le pensais, changerait la donne dans ma boîte. Imaginez un peu. Chaque mois, je me retrouvais à traverser discrètement le bureau, une serviette ou un tampon glissé en catimini dans mes poches ou dans mes manches, plusieurs fois par jour, plusieurs jours d'affilée. Une course gênante, au milieu de mes collègues, comme pour garder un vilain secret. Mais au fond, pourquoi un secret ? Honteux de surcroît. Nous représentons la moitié de l'humanité et nous avons, ou avons eu pour les femmes ménopausées, nos règles. Portée par cette prise de conscience que je croyais générale, j'ai alors laissé un mot dans la boîte à idées de mon CSE. Pourquoi ne pas installer un distributeur de protection hygiénique gratuit dans les toilettes pour femmes ? Pour celles qui oublient, celles qui sont prises au dépourvu, ça peut sauver la journée. Le résultat ? Rien, nada, silence radio. Même après relance. Un sujet tabou, ignoré. Pourtant, si les problématiques de santé des femmes étaient un petit peu plus au cœur des préoccupations des entreprises, imaginez l'impact. Ce sont 137 millions de femmes qui pourraient devenir des actrices majeures de nos économies. C'est ce qu'explique Fatoumata Ly à travers Ninti, l'entreprise qu'elle a cofondée avec Olga Kokchagina, son amie et associée. Ensemble, elles ne reculent devant aucun sujet. De la ménopause aux fausses couches, en passant par le postpartum et les FIV, elles brisent les tabous au plus haut niveau des entreprises pour faire de ces questions des priorités stratégiques. Salut Fatoumata. Salut Octavia. Alors, c'est pour quand ? Ça te fait penser à quoi, cette question ? C'est pour quand ? Ça me fait penser à plusieurs choses. Alors, moi, je suis dans un parcours PMA depuis 4 ans, à peu près. Donc, et j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage plutôt bienveillant. Donc, c'est une question qu'il ne me pose pas. Mais c'est une question que je me pose à moi-même. Pour rebondir là-dessus, tu nous parles de ton parcours PMA depuis 4 ans. Est-ce que tu peux nous raconter justement, dans ton parcours, ce qui t'a amené à fonder Ninti et les constats personnels pour l'instant que tu as eu vis-à-vis de ta santé, etc. On se posait cette question avec Olga il n'y a pas très longtemps et une autre femme avec qui on travaille, Lorraine, qui est la directrice exécutive d'une association qui s'appelle Hormonally aux États-Unis. Ok. Et en fait, on se disait, on réalisait qu'on n'avait pas fondé Ninti ou ces organisations pour nous et par notre histoire, en fait. C'était comme une réalisation qu'on avait eue. Et en même temps, on se faisait cette remarque, on se disait, on est hyper équipés, on passe nos journées à lire des études économiques, des études cliniques, à échanger avec des chercheurs, avec des médecins. Et même nous, en fait, on ne priorise pas toujours notre santé, même à notre niveau d'information. D'accord. Donc ça nous a interpellés, en fait. On se posait pas mal de questions sur comment est-ce qu'on arrive à vraiment faire en sorte que, en tant que femme, qui représente 50% de l'humanité, comme tu l'as rappelé, on remettait cet enjeu de santé de manière prioritaire, parce que souvent on a tendance à le laisser... Oui, en arrière-plan, tabou caché. Voilà. Et c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. On n'a pas encore trouvé toutes les réponses, mais ça nous a donné envie, en tout cas, de continuer à porter Ninti avec cette idée de démocratisation du savoir.
tant auprès des femmes qu'auprès des entreprises. Et en fait, on a fondé Minty pour la société. Ok. Voilà, c'est au-delà, sensibiliser. pour sensibiliser, parce que ce qu'on réalise, c'est que, in fine, quand une femme met sa santé en priorité, c'est mieux pour sa famille, c'est mieux pour ses amis, c'est mieux pour son tissu social, c'est mieux pour l'économie, c'est mieux pour la planète. Bien sûr. Voilà, donc c'est... Quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé, si on peut y revenir, un petit peu justement de ton parcours PMA, qui, puisque ça fait 4 ans, forcément n'a pas été, j'imagine, tout rose ou complètement... voire un peu plus de 4 ans, je sais même plus. Un peu plus de 4 ans, voilà. Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose de forcément évident. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui a impacté justement tes modalités professionnelles, ton parcours? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un impact? Alors, moi, je l'ai commencé quand j'ai quitté en fait le monde de l'entreprise et que j'étais déjà à mon compte. Donc, j'avais une boîte de conseil. Donc, à la fois, tu avais cette liberté et en même temps cette obligation de faire du chiffre. Voilà, exactement. Okay. Donc, la manière dont je le vis aujourd'hui, parce que les parcours PMA, ça évolue entre quand on venait tout juste de s'embarquer dans l'aventure et au moment où on a créé Ninty, et ça s'est passé à peu près au même moment, j'étais dans une énergie plutôt très, très curieuse, très optimiste, très intellectuelle d'ailleurs, de comprendre les hormones, comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tous ces médicaments. Parce que je suis de nature plutôt curieuse, je l'ai pris au début comme ça. Comme une expérience. Voilà, comme une expérience. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans la phase un peu, je dirais pas blasée, mais pas loin. C'est sûr qu'au bout de quelques années, ça, un peu moins d'optimisme, toujours autant de curiosité, parce que c'est des sujets quand même qui moi, voilà, le rapport les hormones avec notre corps et tout le lien vraiment émotionnel, physique, et du coup aussi cette santé au global, ça m'intéresse beaucoup. Une chose est certaine, c'est que j'ai beaucoup de gratitude pour accompagner des entreprises et voir comment beaucoup de femmes le vivent dans leurs entreprises. J'ai beaucoup de gratitude d'être à mon compte, même si j'ai d'autres défis, parce que la flexibilité, elle est assez incroyable. Ouais, c'est vrai, ça compte beaucoup. J'ai pas à... Je suis très transparente avec les équipes. Mes rendez-vous sont dans mon agenda qui est partagé avec tout le monde. Ouais. Quand j'ai des rendez-vous à la dernière minute, ce qui peut arriver souvent avec les parcours PMA, je préviens à la dernière minute. Et en fait, on réorganise, mais à aucun moment, j'ai un stress de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je peux annuler, est-ce que j'essaye de prendre la visio dans la salle d'attente. Oui, c'est ça. Et puis, j'imagine, quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaiterais, parce que on se doute bien qu'un parcours PMA, l'objectif, c'est de tomber enceinte. Sur 4 ans, j'imagine que tu as dû avoir des moments de déception. Est-ce que c'est plus facile à gérer aussi en tant qu'indépendante, ces moments un peu de creux où t'es pas obligé de faire forcément... Enfin, il faut faire toujours un peu bonne figure dans le travail, on va pas se mentir, mais moins peut-être. Oui, et puis j'ai des rituels. Je vais pas forcément mettre des rendez-vous importants à des moments importants de mon parcours. Ok. Donc par exemple, après un transfert, en général, moi, je vais plutôt rentrer chez moi et être cool, alors que je vois beaucoup de femmes dans les fameuses salles de relaxation à l'hôpital qui retournent travailler. Ce qui est complètement compatible, hein, c'est pas incompatible et d'ailleurs chacun a un parcours unique et a un besoin aussi très personnel et unique. Mais je sais que pour moi, ça me fait du bien de me dire bon. Et en fait, je prévois pas des rendez-vous ce jour-là. Je sais que même si je vais peut-être faire quelques mails ou bosser sur des présentations, je vais être plutôt chill à la maison. Et puis, il y a les fameuses 2 semaines d'attente où, en général, il y a beaucoup d'émotions un peu ambivalentes. Parce j'imagine, en fait... On nous a fait ce transfert, on est enceinte et en même temps on n'est pas enceinte, mais en fait on saura que si on fait la prise de sang dans 2 semaines et cette prise de sang en fait donne un résultat. Tout ce questionnement en fait. Voilà. Et sur ces 2 semaines-là, moi je sais qu'en général je m'écoute vachement, je suis très très très... Et pour échanger avec beaucoup de femmes en entreprise, je vois à quel point c'est vraiment difficile. Et d'ailleurs de nombreuses femmes se mettent en arrêt maladie.
D'accord. Voilà. Pour procéder justement aux différentes étapes, Oui. les journées où il y a besoin d'aller faire un examen ou quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, rien n'est prévu dans les entreprises dans ce genre de situation. Il n'y a pas de cadre. Ben, il y a le cadre légal. Ouais. Donc, la loi en France prévoit un temps d'absence légal. D'accord. Pour bénéficier de ce temps d'absence, il faut le partager avec sa hiérarchie. Donc, partager cette Voilà, information. cette information. que l'on veut tomber enceinte. 50% des femmes ne le font pas. 50% des femmes en parcours PMA ne partagent pas, ou AMP, l'assistance médicale à la procréation, qui est le bon terme, Oui. ne le partagent pas. Et c'est un stress, en fait. C'est un stress total. Voilà. Alors que déjà, quand on est en parcours, c'est déjà un stress en soi. Qu'on le veuille ou non, Exactement. en fait. Donc là, c'est un stress additionnel Mhm. qui vient d'un élément extérieur. D'accord, ouais. Et à ton avis, enfin, pourquoi 50% des femmes ne partagent pas ça avec cette information avec leurs managers, leurs équipes disons que c'est multiple. C'est pas. On a vu des entreprises qui ont des cultures très bienveillantes, qui proposent plein de soutiens, dont la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation à l'étranger, avec des packages à c'est fou. débloquer. Il y a des boîtes qui proposent Il y a ça. des boîtes qui proposent ça. C'est Et génial. même quand c'est comme ça, on voit que des fois, les femmes ne vont pas demander à débloquer les avantages. Mhm. Et en fait, moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est qu'on navigue quand même dans un système où c'est déjà... Des fois, on voit des femmes se faire placardiser parce qu'elles sont enceintes et qu'elles Oui. reviennent de congé maternité. Donc, annoncer qu'on essaye et en plus qu'on n'a pas de visibilité sur le temps. Oui, on ne sait pas combien de temps on va essayer, Voilà. on ne sait pas comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Donc, il y a une peur d'être... j'aime pas le mot puni, mais dans la perception. Et C'est de ça certaines qui est femmes, ressenti. c'est ce qui revient. Mm. C'est la peur de perdre quelque chose. Et c'est étrange qu'on ne se sente pas forcément dans un climat suffisamment de confiance dans les entreprises pour pouvoir annoncer nos projets et en Oui. faire part de manière plus générale, Mhm. effectivement. Donc avec ton associé, tu m'avais dit que vous avez mené beaucoup d'enquêtes Mhm. pour créer Ninty. Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets-là auprès de femmes dans les entreprises. Je voulais savoir un petit peu au niveau des entreprises déjà, quels sont les blocages et les tabous que vous avez le plus observés ? Il y en a beaucoup. On va J'imagine. essayer de filtrer et d'être synthétique. Un qui revient assez systématiquement, c'est la perception que proposer et soutenir sur cet angle de la santé des femmes peut être une forme de retour en arrière. Ça peut être stigmatisant. Les femmes sont rentrées dans le monde du travail assez tard par rapport aux hommes. Quand elles sont arrivées, souvent, elles ont dû mettre de côté ce sujet de la santé intime. Elles ont dû faire comme si ça n'existait pas. Exactement. Ouais. Et le fait de le rendre visible, ça peut des fois mettre mal à l'aise. Et ça peut des fois être un peu contradictoire dans les perceptions et les interprétations de la fameuse égalité salariale qu'on essaye d'atteindre. Donc il y a encore une difficulté des fois pour certaines entreprises à concilier le fait de rendre visible ce sujet de la santé intime qui touche à l'intime. Et du coup, se pose aussi la question de est-ce que ça a sa place ? Est-ce que c'est à nous, entreprises, de parler de ce sujet, de le traiter, de le soutenir ? Est-ce que c'est pas trop intime, justement ? Est-ce que ça doit pas rester dans la chambre ? Pendant longtemps, les femmes se sont construites dans le monde du travail en mettant tout ça de côté. Et le fait de le ramener, c'est un peu pas un retour en arrière, mais ça peut être perçu comme ça. Et il y a des réalités, et il y a une corrélation avec tout ça. Et nous, c'est ça notre discours aux entreprises. C'est la littérature économique, depuis les années 60, démontre qu'il y a une corrélation, qu'on a des associations qui ont été faites entre les règles douloureuses, la ménopause, les sujets hormonaux, l'infertilité et l'absentéisme et la perte de productivité. Donc, c'est des associations qui existent et je pense que pour une entreprise, il faut parler le langage de l'entreprise. Donc, à un moment, il faut aussi comprendre
de quoi on parle, c'est quoi Mm. le pourcentage, est-ce que j'ai 2, 3, 4, 5% de mes effectifs qui sont touchés par ce sujet, Ouais. qui s'absentent, et du coup, comment ça se manifeste? Mhm. Parce que ça se manifeste par des arrêts maladie, par des démissions, par un désengagement, par des ruptures conventionnelles, par des demandes de départ. Il y a une entreprise, cette année, on a eu beaucoup de départs volontaires qui ont été faits par les entreprises. Et je parlais avec une entreprise qui me disait, plus de la majorité des gens qui ont fait la demande de départ sont des femmes. Donc Ouais. pourquoi? Ouais. Alors qu'on a investi, qu'on les forme, qu'on a des enjeux de parité à atteindre et que en fait, il faut continuer. Il y a du taf. Et tout ça, pour moi, ça m'interpelle. Et c'est là que nous, on dit toujours aux entreprises, on comprend les freins, Mhm. mais à un moment, il faut aussi être très pragmatique. Et c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est 50% de l'humanité. En France, je crois que c'est même un peu plus, on est à 51%. Exactement, oui, Voilà. c'est ça, je crois que c'est un peu plus Un peu que plus 50%. Très présent dans l'économie, voilà, très active. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que on prend en compte aussi tous les éléments qui touchent cette force de travail et que spécifier, c'est pas discriminer. Dans une interview de toi, j'ai vu que tu signalais que selon une étude de la London School of Economics, Oui. la maternité heurte durement les carrières des femmes et que c'est le cas dans pas moins de 134 pays. Oui. C'est fou comme stat, c'est hallucinant comme truc. Ouais, c'est la fameuse motherhood penalty. Mhm. Et il y a eu une économiste qui a fait un gros travail là-dessus, le professeur Goldin, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel d'économie l'année dernière, si je ne dis pas de D'accord. bêtises. Et c'est des données qu'on ne peut pas ignorer en tant qu'entreprise aujourd'hui, pour plein de raisons, mais on ne peut pas les ignorer. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que souvent, en fait, les données, elles existent, elles ont toujours été là. Ouais. On On a toujours su. Quand même. Voilà. Et ça qu'on le posait. prenne par A, B, ça existe, elles ont toujours été là. Il y a énormément de travaux qui ont été rationalisés. Et le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mieux? Mais oui, pourquoi? Et toi, tu as pu, avec Olga, vous avez pu creuser cette question de pourquoi on ne fait pas mieux. Quels sont les freins? C'est ce qu'on se disait juste avant, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose aussi peut-être culturel ou... Il y a des tabous culturels. Il y a des c'est tabous évident. culturels aussi, ouais. Et il y a aussi, je pense, des fois une méconnaissance, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de l'entreprise, quand on parle de santé des femmes, l'angle par lequel ce sujet arrive, c'est la maternité, qui est un moment très important. Donc, Un bouleversement. Et le cancer du sein. Ah, c'est vrai, effectivement. Et en même temps, c'est très important. Les deux sont tout aussi... C'est important d'investir ces thématiques-là, mais c'est aussi très réducteur. C'est vrai que la grossesse, bon, on en parle un petit peu. Sur LinkedIn, on voit quelques femmes qui un peu lèvent le poing en disant bon, moi ça va, là je viens d'avoir un enfant, je cumule un job, c'est hyper dur, mais qui le disent. Bon, pour autant, au niveau des entreprises, j'ai pas vu des choses incroyables qui sont faites. On parle de 134 pays qui pénalisent entre guillemets les femmes qui ont eu ou qui ont une grossesse. Est-ce qu'il y a des pays où cette situation n'existe pas, où finalement tout ça est complètement intégré au fonctionnement des entreprises et où finalement devenir mère ou même avoir des problématiques de santé reproductive n'est pas un problème dans la carrière? Disons, c'est moins un problème. Ouais. Ok. Et il y a des pays qui ont je pense à des pays nordiques, notamment la Finlande, la Suède. Le fait, par exemple, sur la maternité, d'avoir rendu le congé de maternité et paternité obligatoire pour les deux, en fait, avec des temporalités bien plus longues et que ce soit activé une fois que l'autre a déjà pris son congé. Donc là, on voit qu'il y a quand même le législatif qui arrive. Donc, et ça, je pense que c'est un des acteurs... c'est nécessaire à un moment de trancher. Ouais. Voilà, c'est très, très important. Et en même temps, ce qu'on constate dans ces pays-là, c'est que il y a vraiment une sorte de cercle vertueux qui se met en place,
Parce que pour les papas qui ont pris des congés longs seuls avec leur bébé, en fait, on voit qu'ils deviennent de meilleurs employeurs, de meilleurs managers. On voit qu'ils pénalisent aussi moins les femmes. En fait, ils ont conscience de la charge mentale. D'un seul coup, ils comprennent. Et il y a vraiment quelque chose de très, très sain pour toute la société qui se met en place. Alors, maintenant, on va parler du côté des femmes, justement. On va partir de ce côté-là. Pour développer l'offre que vous faites chez 90, vous avez, je crois, interviewé, tu m'as dit, des centaines, voire des milliers de femmes. Quels sont tout simplement les principaux problèmes qui sont rencontrés par les femmes salariées dans nos entreprises? On va peut-être dire aujourd'hui en France, pour cadrer un petit peu. Complètement. Oui, depuis qu'on a lancé Ninty avec Olga, j'ai pas fait le compte, mais oui, on parle avec des femmes tous les jours. Mais c'est ma partie préférée. J'adore aussi travailler avec les entreprises et voir le résultat de ce qu'on fait et comment ça fait du bien aux gens, en fait. Mais c'est vrai que toutes ces histoires, moi, ça me nourrit beaucoup. Et ça me rappelle aussi à quel point c'est important, en fait. Essentiel. C'est essentiel. Mais ce qui revient... Et c'est assez commun chez toutes les femmes avec lesquelles on a échangé, donc que ce soit sur les règles, jusqu'à la ménopause, en passant par les sujets de fertilité, le deuil de la parentalité aussi, toutes les femmes qui soit ne souhaitent, qui ne peuvent pas être mères parce qu'il y a eu un parcours qui n'a pas abouti, mais on a aussi les femmes qui ne souhaitent pas être mères par choix. Il y a quand même un point commun que je retrouve dans toutes les histoires qu'on accueille, c'est vraiment ces injonctions contradictoires. Ce sentiment que quoi qu'il advienne, on n'est jamais assez, ça sera jamais assez. Ouais, une forme de... Je suis ni une bonne mère, ni une bonne épouse, ni une bonne femme dans la société. J'aime pas le mot échec mais c'est perçu comme ça, une forme d'échec perpétuel. En tout cas, d'être dans un système qui nous met en échec perpétuel. On va prendre ce dont tu parles, l'échec perpétuel, pour rebondir sur ce qu'on appelle le postpartum. De ce que je suis pas médecin, c'est vraiment, moi, de ce que j'en ai vu des femmes autour de moi. J'ai l'impression que ça fait écho aussi avec ce truc d'un échec, de quelqu'un qui se retrouve avec son bébé, qu'il aime à la folie, mais qui ne se sent pas à la hauteur, qui est épuisé, et qui semble aussi être dans une société de très fortes injonctions, donc qui ne correspond pas à cette image de la mère parfaite, épanouie, qui a retrouvé son poids au bout de 2 semaines, qui achète des légumes bio avec plaisir, et quelqu'un qui galère, en fait, quoi. Et c'est vrai que je trouve que cette notion d'échec, elle est particulièrement présente dans le postpartum, en tout cas de moi, ce que j'en ai perçu. Et d'ailleurs, quand des fois, on organise des événements, on fait des cercles pour partager, et à chaque fois, les messages qu'on reçoit, c'est « je suis pas seule ». Mais quel que soit le sujet. C'est dingue, hein. Heureusement que vous êtes là quand même, il faut parler de ces trucs-là. Et moi, ça m'interpelle quand même. Oui. Parce que... Voilà, les femmes, c'est 50% de l'humanité, quoi. C'est des actrices de l'économie, c'est des actrices de la société, c'est celles qui sont le plus présentes souvent dans des métiers très précaires. Ça, on n'en parle pas souvent, que ce soit de la grande distribution, la santé, le soin, celles qui prennent soin, toute la partie aidant, c'est aussi elles souvent qui arrêtent leur carrière. On parle souvent d'arrêter sa carrière quand on a un bébé, mais on a aussi beaucoup de femmes qui arrêtent leur carrière parce qu'elles doivent s'occuper d'un parent. Oui, c'est vrai. C'est majoritairement les femmes qui s'arrêtent. Il faut partager quand on se sent prêt de partager, mais il est temps que ce soit plus un tabou, en fait. Tous ces sujets-là. Ouais. Et que ce soit pas pris que par un angle. Et qu'on arrive aussi à voir parce que rationnellement, on paye un coût de dingue à pas adresser ces thématiques. C'est vrai que souvent, les émotions liées à ces sujets, moi, une émotion qui remonte énormément et qu'on voit beaucoup, c'est l'émotion de la honte. Mais complètement. Et cette émotion-là, souvent, elle empêche de... Il y a vraiment on sent qu'il y a ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps
pour plein de raisons. Et en même temps, il y a aussi des entreprises qui font des choses formidables, qui soutiennent leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, et des fois qui nous disent on a mis tout ça en place, et malgré tout, on en parle, ça bouge pas, parce que il faut faire les deux en même temps. Voilà, donc il y a autant un travail collectif à faire avec vraiment la société de manière globale pour libérer la parole, mais aussi devenir un peu plus actrice. Je ne pense pas que les gens prennent à la légère leur santé, pas du tout. Je pense qu'il y a des sujets de sensibilisation, de connaissance, en fait. Plus on sait, plus on a une envie ou une capacité, en tout cas, à intégrer et à se prendre, à être un peu plus acteur et actrice de sa santé. Et en même temps, les entreprises aussi doivent, en tout cas doivent, je ne sais pas si c'est une obligation, mais elles ont aussi la responsabilité, je pense, de comprendre les mécanismes et comprendre, parce que un turnover pour une boîte, ça leur coûte entre 7 et 9 000 euros. C'est énorme. Et le fait de ne pas savoir si Géraldine ou Sylvie, elles sont arrêtées, pourquoi elles sont arrêtées, pourquoi elles sont désengagées, pourquoi elles démissionnent, pourquoi... Le fait de ne pas savoir, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tout simplement. Et c'est important de savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller fouiner et aller poser des questions indiscrètes, mais quels sont les process qu'on met en place en interne qui nous permettent d'avoir des remontées d'informations de manière anonyme, qui nous permettent de comprendre, en tout cas, dans ma boîte, ce sujet, comment il se manifeste, et si ça se trouve, il n'y a pas de sujet, peut-être. Moi, c'est possible, mais enfin. C'est difficile de le réaliser si on ne mesure pas. C'est difficile de mettre des priorités et de contenir nos coûts sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Une des personnes qu'on avait interviewées avant de... En fait, c'était au moment de cette phase exploratoire avec Olga. Et cette personne, elle a perdu son bébé, en fait. Voilà, elle a vécu un deuil périnatal. Et elle travaille dans une très belle entreprise, vraiment une très, très belle entreprise, en plus avec plein de valeurs. Et moi, à l'époque, j'étais en parcours PMA, mais je n'avais jamais vécu de deuil périnatal, j'avais jamais vécu de perte de grossesse tardive, même de fausse couche. Donc, j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour cette personne, mais j'étais pas dans ses chaussures. Donc, et quand elle m'a dit qu'elle est revenue et que ça a été un désastre, son retour au travail, et qu'elle a fini par démissionner, que ça l'avait mis en précarité... Là, je me suis dit, ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Ouais. Il y a un moment, en fait, où tes problématiques, tes valeurs se heurtent complètement à la réalité de ton entreprise, quoi. C'est ça, t'es seule sur le chemin. Complètement. Ouais. Et je pense souvent à elle, parce que juste après, quelques mois après, moi, je suis tombée enceinte et j'ai perdu ma grossesse à 20 semaines. 20 et quelques jours. Et en même temps, j'étais à mon compte et je me suis dit, mais j'ai repensé à son histoire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire de retourner au travail là, dans 4 semaines, en sachant qu'en plus, avant 24 semaines, je pense qu'il n'y a pas de congé maternité. Donc en fait, c'est des arrêts maladie que les femmes font. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Ouais. Non, mais c'est clair. Et elle m'avait vachement touchée et je pense souvent à elle parce qu'après, j'ai entendu d'autres histoires comme celle-ci. Et de femmes qui bossent en usine, qui bossent en entreprise, ou de manière bureau. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont... j'entends le discours de « on ne peut pas gérer tous les problèmes du monde », mais je pense que quand on a une force de travail féminine, quand on a des objectifs à atteindre de parité, quand on veut mettre plus de femmes à des postes de responsabilité, quand on a besoin d'atteindre la parité dans son COMEX et dans ses instances dirigeantes, il faut garder les femmes. Et comment on les garde si on n'a pas en place des politiques internes et des politiques de soutien qui pensent à tous les moments de vie. Ouais. Tu m'avais parlé de cet homme aussi, je crois, qui avait fini par quitter son entreprise parce qu'il n'avait pas pu assister, je crois, au transfert. Au transfert oui, parce qu'ils sont autant femme. Concernés. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends ce sujet, c'est excluant, pas du tout.
Parce Oui, pas du que, tout. en fait, tout est lié. Mhm. Donc ça, c'est pour le coup une entreprise qu'on a accompagnée sur la partie PMA et c'est sa femme qui nous l'a raconté. Voilà, qui est venue avec cette difficulté parce que ça l'avait tellement secoué que son manager n'accepte pas qu'il... Donc le manager du mari avait voilà. refusé au mari Voilà. un jour de congé pour assister au transfert Voilà. de sa femme. Voilà. Et c'était en Angleterre, donc parce qu'en France, normalement, le transfert, c'est obligatoire d'avoir les deux, même si ça m'est quand même déjà arrivé de voir en salle de relaxation pendant des transferts des femmes seules qui étaient en couple et qui m'avaient dit que leur époux ou conjoint ne pouvait pas venir. Mhm. Donc des fois, ils font des exceptions, mais normalement, on demande à avoir les deux. Ah, je savais pas. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que elle m'a dit que ça l'avait vraiment traumatisée, son mari. Ah, parce que perte de confiance, pareil, finalement, dans son entreprise, Oui. dans les valeurs de son entreprise et dans comment cette entreprise va m'accompagner dans la vie, finalement. Puisqu'ils sont pas là pour moi. Quand je serai papa, quand j'aurai un pépin de santé, quand mes parents auront un pépin de santé. C'est clair. En fait, moi, je dis toujours aux entreprises, en fait, ne pensez pas à vos collaborateurs là qui vivent tout de suite. Il faut y penser, mais ne vous arrêtez jamais à la situation présente. Pensez aussi aux plus jeunes qui regardent et qui observent et aux plus anciens aussi. Une entreprise, c'est un cycle aussi. Il y a quelque chose de c'est en mouvement tout le temps. La seule constance, c'est le changement. C'est vrai. Et comment est-ce qu'on veut que les plus jeunes aussi se projettent s'ils voient des situations qui peuvent, eux, les mettre en inconfort ou mal à l'aise et qu'ils n'auront pas les outils pour le communiquer. Et du coup, ils vont le communiquer par soit un désengagement, soit une démission ou des arrêts maladie. Ouais. Moi, je pense que ce que les entreprises peuvent mettre en place, c'est déjà communiquer. C'est des choses toutes basiques. Hein. C'est pas inventer la nouvelle fusée. On marche pas sur la Lune, justement. C'est ça. C'est rappeler la loi, rappeler à quoi vous avez droit, rappeler que ces parcours de vie existent. Dans la vie, et en fait, si vous êtes une femme, entre vos règles et la ménopause, vous allez vivre des fois des trucs pas cool. Pas cool, qui vont prendre du temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est ponctuel. C'est normalement, c'est ponctuel. Des fois, ça peut être pas le cas, malheureusement, voire avoir des conséquences de vie, d'urgence vitale. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, en fait, moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'ai mis en place pour vous soutenir à ces différents moments de vie ? Voilà, donc ça, c'est des rappels, c'est des mailings. N'oubliez pas que vous avez des jours d'absence dans la loi si vous êtes en PMA. En ce moment, si vous traversez une périménopause ou une ménopause trop difficile, n'oubliez pas que chez nous, vous avez de la flexibilité. Vous avez la médecine du travail qui a mis en place un programme. Vous avez... Donc, rappeler et déjà communiquer. Et en fait, quand on communique, on crée l'espace où on se sent en sécurité. Parce que ça existe. Oui. Mais en fait, très souvent, les entreprises ne communiquent pas. Moi, je t'avoue que c'est des sujets que je découvre avec toi. Enfin, mon histoire de tampon, de distributeur de tampons, je me suis cachée après parce que je me suis dit personne ne répond. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc heureusement, en fait, qu'il y a des boîtes comme la vôtre qui ouvrent aussi un peu le dialogue finalement. Ouais. Et il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup, on rame aussi beaucoup, mais d'ailleurs, si des entreprises m'écoutent... Oui. Profite-en pour passer un message. mais je pense à quelques entreprises avec lesquelles on travaille qui ont des RH vraiment exceptionnels et qui portent le sujet à bras-le-corps. Super. Et ça, c'est important d'avoir des alliés en interne. Bien sûr. Et qui comprennent autant l'équation économique que l'équation humaine. Mais les deux ne sont pas forcément, contradictoires. Au contraire, donc tant qu'à faire, il n'y a pas de question à se poser. Ouais. Est-ce que tu avais vu ce chiffre, moi, qui m'a un peu choquée, que je réutilise d'ailleurs pour pas mal d'épisodes d'Alors c'est pour quand, que en France, la première cause de mortalité maternelle, c'est le suicide. Ouais. Enfin moi, maternelle, ça veut dire en gros avec un bébé de moins d'1 an, il me semble. Ouais. C'est quand même dramatique. Ouais. Enfin, c'est absolument dramatique. Et comment on fait par rapport à ce sujet, par rapport à, alors je sais pas, la question du postpartum dont on parlait déjà tout à l'heure. Mais complètement. Comment c'est possible en fait, quoi. Ouais. Mais déjà, on a à peu près 800 000 naissances. Donc, je crois que les derniers chiffres, c'était à peu près ça.
par an. Donc, c'est sûr que c'est loin d'être une minorité. En termes de démographie, je pense que le postpartum, ça touche 10% des personnes. Ouais, c'est assez important. Voilà, donc c'est important. Si on se dit qu'on a 800 000 naissances par an, ça fait déjà pas mal. Et ensuite, sur ces cas les plus extrêmes, mais qui dit quand même quelque chose de notre société, moi, je pense que c'est vraiment collectivement, et c'est pas drôle, mais j'en parlais hier avec une amie parce qu'on est tout un peu découragés, démotivés avec le résultat des élections américaines. Oui. Et on se disait, si on a un vrai travail à faire collectivement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être dans une société, et on le voit beaucoup et de plus en plus d'ailleurs, de vivre dans des sociétés où on n'intègre pas et on ne priorise pas le bien-être des femmes. Au Royaume-Uni, ils ont fait une étude sur 2 millions de femmes enceintes. C'est une grosse étude clinique, une grosse cohorte, sur l'association justement du stress et des complications. Et ils ont trouvé pas mal d'associations, et suite à cette étude, ils ont proposé des nouveaux protocoles. D'accord. Et parmi les initiatives, en tout cas, d'ailleurs, je pense que le NHS l'a implémenté, qui ont été prises en compte, c'est de diagnostiquer les détresses émotionnelles dès la grossesse. Donc, en fait, eux, ils proposent d'intégrer, et d'ailleurs, je pense que ça a été mis en place, d'intégrer dans ces rendez-vous des rendez-vous psychologiques. Et dans cette même étude, il y avait eu une association, en effet, avec le travail. Donc oui, le travail peut être une source, une association de stress. Donc, qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place pendant les grossesses? C'est tout simplement... souvent, les entreprises ont des psychologues en interne, il y a la médecine du travail, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous via des applis de santé mentale. En fait, c'est rappeler aux femmes enceintes qu'elles ont la possibilité, du coup, de vraiment pouvoir bénéficier en fait de tous ces accompagnements. Voilà, donc c'est pas s'immiscer, c'est simplement rappeler, un peu comme ce qu'on partageait sur la PMA ou d'autres conditions. C'est la grossesse est un moment de vie vulnérable. Vous êtes tout aussi performante, donc c'est pas stigmatisant, mais on est conscient qu'il y a des vulnérabilités, qu'il y a de la fatigue, etc. Donc voici les outils à votre disposition pour vous soutenir, et on est aussi ouvert à échanger si vous avez besoin de plus de flexibilité. On retourne à la communication, mais pour moi, aujourd'hui, on est encore à ce niveau-là. Oui, non, mais complètement. Voilà. Au-delà de la notion de maternité, comment tu perçois les injonctions sur les femmes dans le cadre professionnel et personnel, et quel impact ça a selon toi sur leur bien-être? On nous demande d'être performantes, disponibles, endurantes, tout en rendant invisible ce qui fait partie de notre vie. Les douleurs invisibles, les cycles, les parcours de soins, les traitements. Et même quand ces expériences prennent une ampleur insurmontable, fausse couche, PMA, cancers hormonaux, on est poussé à taire cette réalité. Comme si cela n'appartenait pas à la sphère professionnelle. Voilà. On oublie sa souffrance en passant le badge. Ce silence imposé contribue non seulement à de l'épuisement, mais il y a aussi un sentiment de culpabilité. Des émotions pas très confortables. La honte également. Certaines femmes finissent même par croire qu'elles sont responsables de leur situation et qu'elles méritent tout ça. Surtout lorsqu'il y a une stigmatisation encore présente dans nos sociétés autour de ces sujets. Pour moi, les entreprises ont pourtant une capacité de transformation incroyable. En soutenant les femmes dans ces parcours, elles pourraient changer des millions de vies, renforcer l'égalité réelle et finalement améliorer leur propre performance. Quel message t'aimerais passer aux femmes justement qui font face à des défis de santé et qui cherchent à construire quand même leur parcours professionnel de manière épanouissante? Prenez soin de vous. Je pense que c'est vraiment très, très important. Moi, même si je suis en parcours PMA et que des fois, ma santé devient le parcours PMA, non, ma santé, c'est pas le parcours PMA. Je prends rendez-vous avec mon généraliste pour faire des examens qui n'ont absolument rien à voir avec mon parcours PMA. Je vais voir le dentiste. Il n'y a pas que ça.
voilà, je pense que c'est important de créer le temps. Prenez ces rendez-vous, allez sur Doctolib ou appelez votre généraliste et faites un bilan de prévention. Demandez à votre gynéco des bilans hormonaux pour comprendre et oser poser des questions. C'est-à-dire que c'est notre santé. Donc, moi, je pense qu'il faut... Ma gynéco, elle n'en peut plus de mes questions. Mais c'est bien. Il faut embêter vos gynécos. Et des fois, je les prépare en amont, parce que je me dis, bon, c'est sûr que... Parce qu'on est toujours un peu intimidé par... C'est vrai, c'est bien de préparer. Donc, j'écris en amont, et puis je fais... Voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Et c'est important, parce qu'on est aussi actrice de notre santé. Donc, faites ces rendez-vous pour vous, choisissez-vous. Et si on vit des moments de vulnérabilité ou qu'on a une santé difficile, c'est pas incompatible avec le travail. Ça, je ne peux plus l'entendre. Et j'ai encore une fille qui m'a dit que son manager lui a dit que sa santé, ce qu'elle traversait, était incompatible avec son travail. Non, c'est pas incompatible. Moi, je suis pour le partage, même si je sais qu'on risque des choses quand on partage. Mais je pense que, je suis un peu naïve peut-être, mais que in fine, il y a beaucoup plus de gens qui souhaitent qu'on soit bien que des gens qui souhaitent qu'on perde. Et oui, c'est vrai. Voilà, donc je suis peut-être naïve et c'est peut-être pas du tout le cas, mais c'est vraiment aussi l'expérience que j'ai vécue, et je pense que préparez vos rendez-vous s'il y a des difficultés. Si on veut de la flexibilité, n'en parlez peut-être pas à votre manager, allez peut-être à la médecine du travail, peut-être au référent handicap. Souvent, c'est des gens très sensibles à ces sujets. Identifiez les personnes dans vos boîtes qui sont sensibles et qui vont pouvoir aussi vous donner des clés, vous aider à le partager. Peut-être même les RH. Souvent, les RH, elles sont pas toujours au courant aussi. Je dis elles parce qu'elles sont majoritairement des femmes. C'est vrai. Mais c'est il et elle pour les RH hommes qui m'écoutent. Yel. Voilà, Yel. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est pas incompatible, c'est adaptable. Est-ce que tu as en tête l'exemple d'une femme que tu connais ou d'une femme célèbre ou d'un personnage de fiction qui s'est battue pour lever les tabous concernant les femmes, leur santé éventuellement? Et que t'inspire cette femme? Ouais. J'en ai une, alors j'en ai plusieurs, mais la première qui me vient en tête, c'est une femme avec qui j'échange de temps en temps par mail. Elle me répond, c'est génial. C'est une femme qui s'appelle Reshma Saujani, qui est américaine, qui a monté un mouvement qui s'appelle Moms First aux États-Unis. D'accord. Incroyable. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que aux États-Unis, c'est la première puissance industrielle qui n'a pas de congé maternité. C'est complètement fou. Ça, voilà. Oui, c'est vrai. Donc, beaucoup d'entreprises le fournissent. Donc, souvent, les femmes qui sont dans des entreprises qui le fournissent, elles ont le congé maternité. C'est pour ça qu'on rencontre souvent beaucoup d'Américaines qui prennent quand même leur congé maternité. Mais on a aussi beaucoup qui n'en ont pas. Et elle a monté une organisation juste incroyable. Elle a fait autant des politiques publiques que des connexions, de la sensibilisation avec les entreprises, que un mouvement de femmes, de mères sur ce sujet de Moms First. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Pay Up. Et qui explique, qui dit aux entreprises pourquoi c'est complètement hallucinant que ce sujet... Alors elle, son sujet, c'est la maternité. Ouais. Mais c'est l'angle de la maternité parce que c'est aussi, voilà, elle a créé ça après le Covid, après être devenue maman elle-même et tout ça, mais c'est un angle aussi important et fondamental et sur lequel on peut apprendre aussi. Donc bien même sûr. Si vos sujets, si vous n'êtes pas intéressé par la maternité, je trouve que c'est un sujet pour moi qui est un angle qui ouvre et tout est lié, tout est imbriqué. Complètement. Donc, je pense qu'on gagne aussi le jour où justement, et c'est ce qui est en train de se passer, les femmes qui veulent des enfants, celles qui n'en veulent pas, celles qui en ont, qui n'en ont pas, ou de d'autres manières et tout, s'entraident, se soutiennent et se comprennent. C'est vraiment, je pense, notre objectif. Et donc là, je regardais le compte Instagram de Reshma Saujani, qui est quand même suivi par 465 000 personnes. Donc effectivement, hop. Et elle est super parce que
Je lui ai écrit au tout début de Ninty. Elle a été géniale, elle me répondait, elle me donnait des idées. Et des fois, comme ça, quand j'ai des moments de doute, je lui fais un petit mot et elle me répond. Trop bien. Et elle est toujours très encourageante. Et c'est vraiment c'est une femme que moi, j'admire beaucoup. Je sais pas comment on dit au féminin. Il y a un féminin mentor, je crois pas. Je sais pas. D'avoir un mentor comme elle qui te soutient, c'est vraiment génial. Ouais. C'est de bon augure. Oui, et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Des fois, j'écris aux gens qui m'inspirent. C'est vrai que ça vaut le coup d'essayer. Et faites-le si vous... Parce que souvent, ils répondent. Et en fait, souvent, ils nous donnent des clés, en fait. Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup d'essayer. Ouais. On peut être surpris très agréablement. Ouais. Complètement. Sur ce conseil, je te remercie beaucoup, Fatoumata, de m'avoir rendu visite aujourd'hui. Merci. Je vous invite à la découvrir sur Instagram, @nintyhealth, -du6.fr, si je ne me trompe pas. Oui, ou juste Ninty Health. Ou Ninty Health pour le site web. Et puis, de mon côté, on est toujours sur l'Instagram Alors c'est pour quand, avec un C, la lettre C, pour le C'est pour quand, tout collé. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. Salut!